Allô? Oui, ça marche. Bonjour à tous. Nous souhaitons, avec Anne-Catherine et moi, aborder avec vous la place de la médiation animale dans les soins en santé mentale. On ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit jusqu'alors, mais c'est vrai qu'en 2010, William Lambiotte, avec son programme à l'hôpital de Philippe Pinel à Amiens, a été vraiment une expérience qui nous a servi de référence pour mettre en place le programme du CH Esquirol, notamment en 2014 sous l'impulsion du docteur Verger et du docteur Audebert, dans une unité traitant de personnes atteintes de troubles anxio-dépressifs. Donc le projet il a commencé à ce moment-là avec Izzy, une Golden Retriever qui appartenait au docteur Audebert. Depuis, le programme de médiation animale s'est développé et pérennisé. Il fait maintenant intégralement partie du pôle d'activité transversale, grâce à la direction, les différentes directions de l'établissement et aussi le soutien de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer qui nous a accompagnés aussi sur le démarrage du projet. On va voir quel peut être le rôle de la présence animale dans les parcours de soins des usagers et le rôle des intervenants formés. Comment la présence animale peut devenir un levier d'amélioration dans les troubles ou encore une manière de maintenir les acquis et l'autonomie. Notre passion commune avec Anne-Catherine pour l'animal, notamment le chien, nous a permis de questionner nos pratiques professionnelles et de porter des programmes au sein de notre institution. Et récemment, il y a mon collègue Alexandre, qui est infirmier en charge des RTMS, donc les résonances transmagnétiques, qui m'a fait parvenir un article d'une étude menée en Suisse, à l'université de Bâle, qui montre que la présence canine stimule le cortex préfrontal, donc qui est la plaque tournante de l'attention, des émotions et des prises de décision. Et c'est ces mêmes zones qui sont stimulées en fait lors des RTMS. Et les indications des RTMS sont les dépressions caractérisées, notamment celles qui sont pharmacorésistantes, les hallucinations résiduelles des psychoses, les douleurs chroniques, les neuropathies, les addictions, les troubles obsessionnels compulsifs ou encore la maladie de Parkinson. Donc c'est encore un élément supplémentaire pour montrer que la médiation animale a toute sa place, au même titre que les thérapies non médicamenteuses. Et le centre hospitalier Esquirol l'a vraiment intégré dans son offre thérapeutique et la présence des chiens en son sein n'étonne plus personne maintenant. Tu te présentes ? Bon, il paraît que je ne suis pas à présenter, mais je pense qu'il y en a quand même qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Céline Courbet, je suis infirmière formée à la médiation animale. Je travaille depuis 2017 avec 4 de mes 6 chiens maintenant. Voilà, je suis formée au DU de la relation d'aide, donc de Clermont-Ferrand, et je suis actuellement sur la fin d'une formation pour être cynologiste, donc l'équivalent d'éducateur comportementaliste canin. Et attends, moi j'ai oublié mes chiens. Et donc les chiens qui travaillent avec moi sont Lulu, Pumba, Vega et Sensei. Et moi je suis le docteur Anne-Catherine Dumont, donc je suis un médecin psychiatre formé à la relation d'aide par la médiation animale au DU Rama de Clermont-Ferrand. Et mes 4 chiens m'accompagnent à tour de rôle en consultation psychiatrique depuis 2 ans. J'ai également un temps dédié comme médecin responsable de l'unité de médiation animale du pôle d'activité transversale du centre hospitalier Esquirol. Et donc je suis accompagnée par Rebelle, Maya, Rialto et Fanfan. Donc pour commencer, on va s'attarder juste 2 petites minutes sur quelques généralités, se demander un petit peu qu'est-ce que c'est que la santé mentale, qu'est-ce que c'est que la médiation et quelle est la place de la médiation animale dans les soins. Donc d'abord la santé mentale, qu'est-ce que c'est ? Selon l'OMS, la santé mentale c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc on se rend compte que ça représente bien plus que l'absence de troubles mentaux. Donc la santé mentale, c'est une notion globale qui comporte 3 dimensions. D'abord la santé mentale positive, c'est-à-dire le bien-être, l'épanouissement personnel. Ensuite, la deuxième dimension, la détresse psychologique réactionnelle, donc qui va être les émotions réactionnelles aux difficultés existentielles. Et enfin, tous les troubles psychiatriques, qui va être ce que l'on rencontre, nous, le plus souvent dans notre pratique au centre hospitalier Esquirol.
Du coup, la médiation dans les soins, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est depuis le XVIIe siècle. Les médiums ont été utilisés dans la relation d'aide depuis très longtemps. Du coup, il y avait 2 citations que je voulais vous lire. La première, c'est de Vincent Estelon, qui est un professeur de psychologie à l'université Montpellier 3. Donc, c'est dans la revue Santé mentale. Donc, les médiations thérapeutiques visent à créer, symboliser, expérimenter, exprimer autrement des conflits, des angoisses, des espoirs et des chagrins. Et la deuxième, elle est aussi dans Vincent, mais c'est Vincent Dirocco, psychologue à Annecy et maître de conférence à l'université Lyon 2, toujours dans Santé mentale. La médiation soutient la rencontre intersubjective entre les patients et les soignants, mais elle offre aussi en elle-même de nouvelles possibilités de symbolisation aux frontières du langage parlé. Moi, je trouve qu'il parle mieux que moi, donc je préfère le citer. Pourquoi utiliser de la médiation dans les soins ? Pour favoriser la relation à l'autre, et d'autant plus la relation d'aide, qui est le socle de nos pratiques, notamment, je pense, pour ceux qui sont infirmiers, qui se reconnaîtront, mais aussi voilà, toutes les autres professions présentes aujourd'hui. Et donc, ainsi, on va pouvoir consolider et renforcer l'alliance thérapeutique, qui est quand même recherchée dans les prises en charge. Comment ? On va retrouver notre fameuse triangulation qui a été plusieurs fois expliquée ce matin. Elle va aussi pouvoir protéger du contact direct, pouvoir créer un espace transitionnel, créer un pont entre la réalité interne et la réalité externe du sujet. Elle peut aussi susciter l'imaginaire et les affects. Elle peut être en groupe ou en individuel, mais elle s'intègre toujours dans un projet individualisé de chaque bénéficiaire et dans une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Qu'est-ce qui peut être médium ? Des objets concrets comme la pâte à modeler, les jouets, les jeux, l'aliment quand on fait de la culinothérapie. Ça peut être des médiations corporelles comme la marche, le sport, la danse, des médiations artistiques. La danse, je pense qu'on peut aussi la mettre là. L'art plastique, la musique, la photographie, le théâtre. Et bien sûr, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de la médiation avec du vivant et donc avec l'animal. La spécificité de ce médium-là, c'est qu'on n'est pas sur un médium malléable par le sujet. C'est ce qui fait toute la différence, c'est qu'on n'est pas sur une boîte de crayons de couleur qu'on peut déposer dans un coin de l'armoire quand la séance est finie. On n'est pas sur de la pâte à modeler qu'on peut déformer comme on a envie. Et donc c'est ce qui fait vraiment toute la richesse de cette pratique, tout ce que ça peut apporter, mais aussi toutes les contraintes qui en découlent. Du coup, on va axer sur la santé, la médiation animale en santé mentale. Moi, j'aime bien me servir je vais pas y arriver, des thérapies cognitivo-comportementales. Et du coup, on retrouve l'imbrication autour des émotions, des comportements et des cognitions, donc tout ce qu'on a vu déjà sur les autres interventions. Et l'animal va vraiment, au niveau de cette triade thérapeutique, va pouvoir être le levier sur une de ces 3 sphères, voire sur les 3 sphères en même temps, mais en tout cas, on peut jouer sur une de ces sphères et ça va mettre en mouvement tout l'ensemble du psychisme. Et pour illustrer un petit peu vraiment l'impact de la présence animale au niveau de la relation d'aide, vu qu'elle peut prendre des formes vraiment variées, j'ai choisi d'évoquer avec vous quelques capsules des cas que j'ai pu rencontrer maintenant depuis 2017, des patients que j'ai pu prendre en charge de manière sur plus ou moins de temps en fait. Je vais en prendre quelques-unes, j'espère que ça ne fera pas trop catalogue. Voilà. Je voulais commencer avec Marie, qui était une jeune fille de 12 ans. C'était ma toute première prise en charge en pédopsychiatrie. Grâce à Easy, donc la première chaîne du programme qui était avec le docteur Audebert, puis à Vega, ma première chaîne personnelle qui a intégré l'hôpital. Marie est sortie d'un mutisme sélectif dès la seconde séance, ce qui a débloqué ensuite la parole avec toute l'équipe soignante. Cette prise en charge a duré 6 mois. Elle s'est terminée par une démonstration d'un parcours d'agility sur une journée qui avait été organisée par le personnel de la pédopsychiatrie autour le thème c'était « Exprime-toi ». Et je trouvais que cette dernière séance avait vraiment un sens très important pour Marie, qui ne parlait pas au début de sa prise en charge, qui ne parlait pas sur l'hôpital de jour, et qui a pu développer une communication verbale et non verbale avec les chiennes,
développé une complicité assez importante pour pouvoir mettre en place ces petits ateliers devant tout un parterre de personnes qui la regardaient faire. Et ça s'est terminé comme ça. Donc c'était vraiment une prise en charge qui, moi, m'a marquée. Et c'était en 2017. Ensuite, on a Carole. Carole, c'était une jeune femme qui était là pour dépression en lien avec la non-acceptation d'un handicap physique évolutif. Donc en plus de la perte d'autonomie physique, elle vivait aussi très mal le fait d'être hospitalisée pour la première fois en milieu psychiatrique. Il en découlait une forme d'opposition et de méfiance envers l'équipe et les médecins. Et du coup, ils ont eu l'idée de faire une prescription de médiation animale. Et grâce à l'interaction avec Vega, ça a favorisé le processus de communication, ça a fait baisser ses attitudes défensives, et ça lui a permis de mieux vivre son hospitalisation et d'accepter la prise en charge qui était proposée. Et ensuite, elle a aussi accepté la mise en place d'un traitement antidépresseur qu'elle refusait jusque-là. En plus, les émotions positives ressenties pendant les séances ont permis une amélioration clinique en complément du traitement proposé, surtout que le traitement proposé, il fallait quelques semaines avant qu'il soit actif, et du coup, les séances de médiation animale ont vraiment permis de lancer cette prise en charge. Ensuite, il y a Lucas. Lucas, c'est un jeune adulte qui développe une psychose. Le diagnostic est tombé récemment. Durant une hospitalisation, il a bénéficié de séances hebdomadaires avec les différents chiens. Ce fut pour lui l'occasion de réfléchir, d'élaborer, de peaufiner un projet déjà existant, d'avoir son propre animal, d'avoir son propre chien. On a pu réfléchir à tous les avantages, les contraintes, à savoir que Lucas est très bien accompagné par sa famille, qui sont des personnes ressources, qui l'ont accompagné aussi dans l'élaboration de ce projet personnel. Actuellement, il est sorti d'hospitalisation, il est très investi auprès de son jeune chien, qui participe à son bien-être au quotidien. Il en est responsable, ça lui apporte un sentiment d'utilité, une routine contenante, une affection et une meilleure estime de lui. Actuellement, il est pleinement impliqué dans son parcours de réhabilitation sociale. Et il m'appelle de temps en temps pour me donner des nouvelles de son chien, s'il a des questionnements. Ça me fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure. De temps en temps, il m'appelle juste pour, s'il a un doute, son chien, il est adolescent, donc forcément, il y a des moments où ça peut être un peu plus dur, où on peut avoir des remises en question. Ça bouleverse le quotidien d'accueillir un chien, donc sur quelqu'un qui a aussi le risque d'une instabilité, c'est important de pouvoir l'accompagner là-dedans, et c'est vrai que il est vraiment très investi. Il a même changé physiquement d'aspect, il a vraiment changé de tout. Yanis, lui, c'était un adolescent, je le vois plus maintenant, la prise en charge est terminée. C'était la prise en charge de médiation animale, il est toujours suivi par moment à l'hôpital. C'est un adolescent qui présentait des troubles de l'adaptation. Il a pu, au contact des séances, expérimenter les interactions chargées de bienveillance, de respect et de tendresse, à travers notamment les soins coopératifs que je proposais avec Pumba, parce que Pumba, c'était quand même sa chienne préférée. On a vu un garçon gagner en estime de lui grâce à la joie que les chiens lui renvoyaient quand ils le voyaient. À chaque fois qu'il le retrouvait, les chiens étaient très attentifs à lui. Et Yanis n'avait pas du tout l'habitude ni de renvoyer du positif aux gens, ni de recevoir du positif des gens. Donc ça a vraiment permis de débloquer aussi la situation. J'ai des collègues dans la salle qui ont participé avec moi à ces séances et qui ont un programme de médiation animale sur cet hôpital de jour, où du coup il y a un groupe qui intervient avec des chiens visiteurs. Et du coup Yanis a commencé en individuel avec moi et a pu ensuite intégrer le groupe de l'hôpital de jour, où il a pu travailler avec d'autres jeunes de son âge. Et voilà, là, il était possible pour lui à ce moment-là d'être un peu plus adapté avec les autres jeunes, en fait, avec ses pairs. On a Stéphanie. Stéphanie, ça a commencé pendant une hospitalisation complète et ça s'est poursuivi en ambulatoire. Grâce aux promenades en ville, elle a pu investir son quartier, changer son regard sur les gens qu'elle croise, être moins méfiante, être moins dans l'interprétation. La médiation animale, avec elle, ça l'a aidé à prendre conscience de ses capacités d'adaptation et d'autonomie. Elle habite à 1,5 km de l'hôpital. Il y a 3 ans, elle faisait tout en VSL. Elle venait aux séances en VSL, elle venait voir son psychiatre en VSL. Actuellement, elle fait tous ses trajets à pied. Elle va même toute seule en ville, sans la présence des chiens. Enfin voilà, il y a eu vraiment des gros progrès.
une de ses premières phrases qui m'avait marquée, c'était sur sa première séance avec Pumba, qui est une chienne assez costaud, qui tire un peu en laisse parce qu'ils sont pas super bien éduqués. Et ça m'a fait plaisir parce qu'elle m'a dit « Oh, j'adore Pumba, elle tire en laisse. » En ce moment, je dis c'est gênant. Et elle me fait « Non, mais grâce à ça, je me sens tirée vers l'avant, en fait. Je me sens vivante et tirée par l'avant. » Et du coup, ça m'a rassurée de ne pas éduquer mes chiens. Parce qu'en fait, ça peut avoir du sens, quoi. Actuellement, avec Stéphanie, on travaille sur le détachement, parce que ça fait plusieurs années que je l'accompagne. Donc là, on est en train de travailler sur la réduction de la fréquence des séances pour aller sur un détachement progressif. Léonie, c'est une jeune femme, un parcours hospitalier très long, ponctué de périodes de mieux-être et de périodes de rechute. Les périodes d'espoir sont régulièrement suivies de découragement. Ça se traduit par des automutilations, des mises en danger régulières et des tentatives de suicide. Les séances de médiation animale avec elle, c'est un fil rouge hebdomadaire, un repère dans la semaine, un temps très attendu, durant lequel elle met à distance ses angoisses, ses ruminations. C'est un lieu propice à l'apaisement. Malheureusement, bien souvent, cet apaisement est plutôt de courte durée et pas forcément un impact dans la semaine. Et pour finir avec mes capsules, je voudrais parler d'une qui me revient tout le temps quand on me demande s'il y a un cas qui m'a marqué. Alors, il y a un cas qui m'a marqué, mais la médiation animale, elle peut prendre des formes parfois auxquelles on ne s'attend pas. Ce monsieur était hospitalisé sans consentement, donc en unité fermée. Il était suite à une phase maniaque. Dans cette phase maniaque, il y avait eu des mises en danger pour lui et pour des gens de sa famille. Il était dans le déni des troubles, le déni de la pathologie, pas dans le soin, et ne comprenait pas l'inquiétude de ses proches. Et quand il m'a vu arriver avec les chiens, il a demandé à avoir lui aussi une prise en charge. Donc ce qui a été fait. Et il est venu une seule fois. Il est rentré dans mon bureau, rempli de chiens. Il n'a pas interagi avec les chiens. Il s'est assis, il a pleuré. Et il a déposé dans cet espace le fait d'avoir, pendant sa phase maniaque, eu un acte très grave sur un animal. Et le fait il n'avait jamais dit, en fait, ça n'avait jamais pu sortir. Le fait de pouvoir le sortir dans mon bureau, ça a permis après, il était vraiment dans un sentiment de culpabilité. Il disait qu'il était un monstre, qu'il ne se pardonnerait jamais. Donc tout s'est effondré. Du coup, je l'ai raccompagné dans l'unité. Et à ce moment-là, il a pu travailler avec l'équipe en fait sur la pathologie, la manifestation des symptômes, l'importance du traitement, de la prise en charge et de son trouble bipolaire. Et l'alliance thérapeutique a été établie comme ça en fait, juste en venant s'asseoir 10 minutes dans mon bureau. Et depuis, il a pu développer son insight, donc la connaissance de sa pathologie, de ses troubles. Et il est ressorti, je ne l'ai jamais revu, je ne sais pas du tout si ce monsieur va mieux ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est pas la médiation animale qu'on voit qui font la une des journaux, quoi. On est vraiment aussi sur des choses, des fois, qui peuvent être plus graves, et l'impact peut se traduire autrement que par des sourires, en fait, aussi. Ah oui, les freins et les risques, oh ouais, mais ça, on l'a vachement vu. Hein. 2 minutes, oh punaise, ça craint. Ouais, alors ça, on passe. L'historique, ouais. On va juste arrêter 2 petites secondes sur l'historique au centre hospitalier Esquirol. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le projet a démarré en 2014 avec EASY sur l'unité d'admission aiguë, à l'initiative des docteurs Verger et des docteurs Audebert. Par la suite, donc le poste de Céline a été créé, poste à temps complet d'infirmière en médiation animale, avec des interventions sur toutes les unités du pôle de territoire. Les chiens sont arrivés successivement, donc entre 2017 et maintenant. Il y a eu donc Pumba, Sensei, il y a Lulu, et puis les départs en retraite des uns et des autres. Et en 2020 a été créé le pôle d'activité transversale. Donc à noter que pendant tout ce temps-là, il y a eu le soutien de la fondation Adrienne et Pierre Sommer avec 2 appels à projets en 2017 et 2019. Pour mon le cadre d'intervention, du coup, on va faire vite, hein, ça reprend un peu tout ce qui a été vu ce matin. En gros, il y a la triangulation, mais je ne travaille pas toute seule, c'est tout un système entre les équipes pluridisciplinaires, le médecin prescripteur, la direction de l'hôpital, le vétérinaire référent, l'évaluation comportementale, la supervision, c'est un tout en fait, c'est pas juste moi et mes chiens et le patient, quoi. On peut zapper.
cet après-midi, on pourra approfondir un petit peu plus tout ça. Là, c'est notre prescription médicale aussi. Ceux qui voudront la consulter, ben, vous nous demanderez. C'est comme ça que ça se présente quand un médecin sur l'hôpital fait une prescription. Les exemples de contenu de séance, pour ma part, du coup, j'essaye d'être au plus près du bien-être de mes chiens, parce que pour moi, le bien-être des bénéficiaires, il ne peut pas être atteint si le bien-être des animaux intégrés dans ces programmes n'est pas respecté. Donc, je vais vraiment aller sur des activités favorisant le bien-être du chien au moment présent. C'est-à-dire qu'un chien peut avoir envie de faire ça à tel moment, mais pas forcément le lendemain. Donc, il faut très, très bien connaître ces animaux, très bien connaître les signaux dont parlait Fabienne. Et moi, je me vois un peu comme une entraîneuse de collègues. Je les entraîne, je prends beaucoup de temps avec eux pour partager des activités qui me font plaisir à mes chiens. Et ces activités-là, après, je les module pour pouvoir les proposer comme des contenus de séance. À travers ces activités, donc ouais, je vous laisse les lire, mais l'animal va permettre une régression, un lâcher-prise, une inscription dans le moment présent. Il va expérimenter son rapport à l'autre et à soi. Et il permet aussi la mise en mouvement physique et psychique. Par rapport au choix de l'animal, moi depuis le confinement j'ai revu toute ma pratique, notamment grâce à une formation sur les soins coopératifs et le consentement animal. Ça permet vraiment de mettre du choix à l'animal. Vous verrez cet après-midi, quand mes chiens seront sortis dans la salle, il y a un tapis rouge. Ce tapis rouge, c'est une porte de sortie. Mes chiens sont entraînés à aller dans cette porte de sortie quand ils le souhaitent. Donc ils peuvent à tout moment quitter la séance pour aller se mettre sur ce tapis rouge qui est un code quand même bien visible. Même les petits que j'ai en charge de 2 ans, ils comprennent que sur le tapis rouge, les chiens ils sont dans leur bulle, ils sont plus dans l'interaction. Et c'est nous, après les soignants, qui sommes garants de la fin de la séance et on respecte que le chien ait mis fin à cette interaction-là qui ne lui convenait plus. Ça aussi, je vous expliquerai mieux cet après-midi si vous le souhaitez. Pour ma part, j'utilise la présence animale en consultation depuis 2020. J'avais noté un impact non négligeable sur la relation thérapeutique avec comme bénéfice un apaisement du patient et aussi du psychiatre. Avec comme effet principal une facilitation du contact et de la verbalisation des émotions. Ça change également la perception du statut de psychiatre par le patient. Bien sûr, tout ça dépend de l'importance des interactions avec le chien pendant la consultation, ce qui est primordial. Et puis j'ai pu remarquer également un retentissement très important hors du cadre de la consultation, c'est-à-dire sur les professionnels qui travaillent au même niveau que moi, les autres psychiatres, psychologues et secrétaires. Il faut aussi noter les autres initiatives qui ont pu avoir lieu au sein du centre hospitalier Esquirol. Donc il y a Valérie qui a une pratique d'équithérapie à l'hôpital de jour pour personnes âgées, la Unifel. Le groupe d'adolescents à l'hôpital de jour de l'Arche dont tu as parlé, avec Nathalie, Sylvain et Céline. Il y a également le chien Zébule, accompagné par Virginie, qui intervient depuis peu au pôle des blessés de l'encéphale, donc chez les cérébrolésés. Et il y a également un partenariat avec les Sabots de Laine, qui est une ferme pédagogique soutenue par Cécile. Nous avons vu ensemble du coup que la présence animale ce matin pouvait être bénéfique dans les prises en charge, mais dans le domaine de la santé mentale et de la précarité, les animaux sont souvent présents avec toutes les contraintes qu'ils engendrent dans la prise en charge holistique. Comment accepter une hospitalisation lorsqu'on n'a personne à qui confier son chien ou son chat pendant les soins? Ces animaux sont bien souvent la seule source d'affection de ces personnes souffrant d'isolement social et familial important. Pour les familles et les proches d'usagers, quelles sont des contraintes supplémentaires que sont ces animaux quand il faut prendre en charge durant les hospitalisations plus ou moins longues? Ces personnes ressources sont déjà bien souvent très affectées et sollicitées par la pathologie de leurs proches. Combien d'animaux souffrent aussi de mauvais soins à cause de la symptomatologie de leurs propriétaires qui n'ont pas les capacités ni financières ni psychiques de pouvoir assumer un animal? Comment prendre en soin l'animal quand il y a un déficit en auto-soin évident? Au vu de ce constat, il semble important de se questionner sur la pertinence de proposer de la médiation animale à tous les bénéficiaires au cours d'une hospitalisation. Quid aussi de l'hyperattachement qui peut se créer chez le patient? N'est-il pas risqué de laisser un lien trop fort se créer entre le patient et le chien quand on sait que le but d'une hospitalisation, c'est qu'elle ait une fin?
Toutes ces questions-là et ces questionnements, cette réflexivité, ils se doivent d'être présents dans nos prises en charge afin que cette approche reste bénéfique à l'usager et non un frein à leur mieux-être. Après, des programmes comme celui de M. Blanchard peuvent être intéressants, enfin similaires je veux dire, mais en tout cas, les équipes de réhabilitation psychosociale, par exemple, peuvent enclencher un accompagnement sur les refuges pour que ces personnes-là puissent avoir toujours la possibilité d'être utiles, de renouer un lien avec la société sans avoir les contraintes d'avoir son propre animal à la maison. Et on garde toujours le lien comme animal, le lien animal dans cet accompagnement. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Et merci d'être venus.